Le mont Everest est peut-être le plus haut sommet du monde, mais il regorge également de secrets assez étranges et assez cool. Aujourd'hui, nous analysons les 15 choses les plus insolites à propos du plus haut sommet du monde. Commençons par le numéro 15, les embouteillages. Le mont Everest a longtemps attiré les aventuriers du monde entier, mais de nos jours, le rêve de se tenir sur son sommet s'accompagne d'un prix élevé, les embouteillages au sommet du monde. Ces dernières années, l'affluence des grimpeurs en route vers le sommet a transformé les sentiers étroits de la montagne en goulot d'étranglement, ce qui soulève de sérieuses questions de sécurité et de logistique. En mai, la saison d'escalade par excellence, des expéditions du monde entier convergent sur les mêmes sentiers étroits, tout en compétition pour cette brève fenêtre de beau temps pour faire leur dernier effort. La crête du sommet en particulier devient un goulot d'étranglement, les grimpeurs faisant souvent la queue pendant des heures, attendant soit de monter, soit de descendre. Une photo virale prise par un alpiniste népalais a capturé ce chaos, montrant des centaines d'alpinistes entassés les uns sur les autres sur la crête, déclenchant un débat houleux sur la question de savoir si l'Everest n'est tout simplement pas trop fréquenté. Certains disent que l'on a plus l'impression d'attendre dans une file d'attente dans une station de ski bondée que de conquérir un sommet majestueux. Les guides chevronnés vous diront cependant que les files d'attente ne sont que la pointe de l'iceberg. Le véritable problème réside dans l'inexpérience des alpinistes et les mauvaises décisions prises en cours de route. Les grimpeurs sur neige peuvent paralyser des groupes entiers et provoquer les erreurs techniques. Comme l'utilisation des ascendants sur un terrain plat ne fait qu'aggraver les retards. C'est un problème qui transforme le toit du monde en l'une de ces salles d'attente les plus dangereuses. Numéro 14. Le coût de l'ascension. Vous pensez que l'ascension de l'une des plus hautes montagnes du monde est bon marché? Détrompez-vous. L'ascension de l'Everest n'est pas seulement exigeante physiquement, c'est aussi un défi financier. Beaucoup pensent que l'ascension de ce sommet emblématique peut se faire sans se ruiner, mais en réalité, les permis et les ressources nécessaires ont un coût élevé. Pour limiter la surpopulation et améliorer la sécurité, le Népal prévoit d'augmenter le prix des permis d'ascension. En 2025, le prix d'un permis d'ascension pour un étranger passe de 11 000 à 15 000 $. Cette mesure vise à rationaliser le tourisme de montagne et à mieux contrôler le flux d'alpinistes afin de cesser les embouteillages. La dernière révision des tarifs remonte à 2015, lorsque le Népal a abandonné le système de groupe au profit d'un tarif forfaitaire pour les alpinistes individuels pendant la saison du printemps. Cette augmentation significative des prix reflète la popularité croissante de l'Everest malgré ses défis de taille. En 2022, un nombre record de 658 alpinistes ont atteint le sommet. Et en 2023, le Népal a délivré 478 permis, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Ces statistiques montrent que l'Everest continue d'attirer des grimpeurs prêts à investir massivement dans leur rêve. Il est impossible de prédire si cela ajoute réellement à la complexité de l'ascension. Les dernières saisons ont vu les grimpeurs lutter contre le froid extrême et les vents violents, ce qui a aggravé les conditions et fait augmenter les taux de sauvetage et de blessures. Pourtant, l'attrait de l'Everest reste intact, attirant des aventuriers du monde entier. Bien que l'Everest chevauche la frontière entre le Népal et la Chine, la plupart des alpinistes choisissent le côté népalais, malgré des itinéraires moins chers et plus accessibles depuis la Chine. Cette préférence est une aubaine pour l'économie du Népal, l'Everest à lui seul rapportant plus de 5 millions de $ au cours de la saison printanière. Numéro 13. La station météorologique la plus haute du monde. Le 23 mai 2019, un moment révolutionnaire dans la science du climat a eu lieu sur la crête sud-est du mont Everest avec l'installation de la plus haute station météorologique du monde. Cette étape importante s'inscrit dans le cadre d'une mission scientifique plus vaste menée par la National Geographic Society, en collaboration avec l'université Tribhuvan et le gouvernement du Népal, visant à mieux comprendre le courant jet subtropical et d'autres phénomènes climatiques critiques. La station météorologique, qui mesure 2,10 mètres de haut et pèse environ 50 kg, a été spécialement conçue pour survivre à l'environnement extrême de l'Everest, notamment au froid intense et au vent de la force d'un ouragan. Après des tests approfondis dans le New Hampshire et au Népal, l'équipe dirigée par les scientifiques Tom Matthews et Baker Perry, ainsi que 6 Sherpas, s'est entraînée à l'assembler avec rapidité et précision. Malgré leur préparation, ils ont dû faire face à un défi de taille lorsqu'un morceau crucial du tube du capteur de vent s'est avéré manquant, ce qui a mis en péril le succès de la mission. L'expédition était une entreprise scientifique de grande envergure impliquant plus de 30 experts de divers domaines, notamment la géologie, la glaciologie, la biologie, la cartographie et même la science du climat.
L'équipe a mené des recherches à plusieurs altitudes sur l'Everest et dans toute la vallée du Khumbu, en collectant des échantillons d'eau, de neige et de roches, en installant des capteurs pour suivre la croissance de la végétation et en utilisant des lasers à haute résolution pour cartographier le paysage. L'une des principales réalisations a été le forage de carottes de glace anciennes dans un glacier du South Col, un site d'une immense valeur scientifique en raison de sa glace ancienne préservée. Ces carottes de glace ont fourni des données cruciales sur l'âge du glacier et son histoire climatique, et on estime qu'elles ont entre 5000 et 10 000 ans. 12. L'étrange cas de Maurice Wilson. Parmi les nombreuses personnes qui ont tenté de conquérir l'Everest, Maurice Wilson se distingue comme l'un des plus audacieux. En 1934, ce soldat et aviateur britannique s'est lancé dans une mission peu conventionnelle pour atteindre le sommet. Contrairement à la plupart des alpinistes de son époque, Wilson n'avait aucune expérience de l'alpinisme et des connaissances minimales en aviation. Apprendre à voler, atterrir en catastrophe près de l'Everest, puis grimper jusqu'au sommet. Le voyage de Wilson a commencé pendant la Première Guerre mondiale, où il a été gravement blessé par balle. Bien qu'il ne se soit jamais complètement rétabli, il a refusé une pension militaire. Inspiré par la tragique expédition de George Mallory et Andrew Irvine sur l'Everest en 1924, Wilson a ressenti un appel divin à conquérir la montagne, la décrivant dans son journal comme le travail qui lui a été confié. Wilson, qui n'avait aucune expérience en escalade ni en vol, acheta un De Havilland DH-60 Mott, qu'il baptisa Everest. Son instructeur de vol doutait qu'il puisse atteindre l'Inde, mais la détermination de Wilson était inébranlable. Il déclara qu'il réussirait ou mourrait en essayant. Son voyage fut semé d'embûches, notamment un accident qui retarda son départ. Et malgré l'interdiction de vol du ministère de l'Air, Wilson décolla illégalement le 21 mai. Il réussit à atteindre le Caire et finalement Gwadar, dans l'ouest de l'Inde, défiant la portée prévue de l'avion. Après s'être vu refuser l'entrée au Tibet, Wilson passa l'hiver à Darjeeling, où il rencontra 3 Sherpas, Tewong, Rinzing et Siring, vétérans d'une précédente expédition sur l'Everest. Déguisés en moines bouddhistes, ils se lancèrent dans une randonnée épuisante de 21 jours jusqu'au monastère de Rangbuk, où ils furent accueillis et dotés de l'équipement d'une expédition précédente. Wilson a tenté l'ascension à 2 reprises, en affrontant des conditions climatiques extrêmes, la cécité des neiges et des blessures. Malgré ces difficultés, sa détermination n'a jamais faibli et il a consigné méticuleusement ses difficultés et ses espoirs dans son journal. Les entrées de son journal révèlent un esprit implacable, qui a gardé espoir même lorsque son voyage a pris des tournants inattendus et périlleux. Numéro 11. Erik Weihenmayer. L'ascension de l'Everest est un défi de taille pour quiconque. Mais Erik Weihenmayer a dû faire face à une difficulté supplémentaire, du moins c'est ce qu'il semble. Ayant perdu la vue à 13 ans, Weihenmayer a refusé de laisser sa cécité limiter sa vie. Le 25 mai 2001, il est devenu le premier aveugle à atteindre le sommet du mont Everest, ce qui lui a valu une reconnaissance générale et même un article sur la couverture du magazine Time. Mais comment a-t-il réussi un exploit aussi remarquable ? En 2005, Weihenmayer a cofondé une organisation à but non lucratif, dont l'objectif est de permettre aux personnes de toute capacité de surmonter les obstacles, de développer des compétences créatives en matière de résolution de problèmes, de constituer des équipes solides et de servir les autres. La devise puissante de l'organisation est « Ce qui est en vous est plus fort que ce qui vous barre la route ». Cette devise reflète l'esprit de résilience que Weihenmayer incarne. Son voyage jusqu'au sommet de l'Everest n'a pas été sans défi. Au début, les guides Sherpas hésitaient à se joindre à l'expédition, craignant les risques de grimper avec une personne aveugle. Cependant, une fois que Weihenmayer est arrivé à Katmandou et a parcouru sans effort la ville animée, les Sherpas ont été convaincus de ses capacités et ont accepté de le soutenir dans l'ascension. Même avec les Sherpas à bord, Weihenmayer a dû faire face au scepticisme de ses collègues alpinistes, qui doutaient de sa capacité à terminer l'ascension en toute sécurité. Cependant, avec 16 ans d'expérience en alpinisme à son actif, il n'était pas seulement compétent, il aidait souvent ses coéquipiers pendant l'ascension. En atteignant le sommet de l'Everest, Weihenmayer est devenu le premier aveugle de l'histoire à réaliser cet exploit incroyable, faisant taire ses détracteurs, et lui permettant de faire partie de l'élite des personnes ayant conquis le plus haut sommet du monde. En 2008, il avait également atteint les 7 sommets, rejoignant un groupe restreint d'environ 150 personnes ayant gravi le plus haut sommet de chaque continent.
Même s'il ne voit pas les choses au sens traditionnel du terme, Erik Weihenmayer a prouvé qu'il était l'un des meilleurs alpinistes du monde, redéfinissant la notion de handicap. Numéro 10. Yuichiro Miura. Yuichiro Miura, skieur et alpiniste japonais, est réputé pour ses remarquables exploits sportifs. Né le 12 octobre 1932 à Aomori City au Japon, Miura a été initié très tôt au sport de neige, inspiré par son père, Keizo Miura, qui était skieur. Il pratique le ski de compétition depuis l'école primaire et poursuit sa passion à l'université d'Hokkaido, où il s'entraîne professionnellement. Il excelle en ski de vitesse et en ski alpin, notamment en ski de randonnée, qui exige la maîtrise de l'alpinisme hivernal. En juillet 1964, il établit un record du monde de ski de vitesse en Italie, atteignant 172,08 km/h. Ses compétences en alpinisme se développent au fur et à mesure qu'il s'attaque à des montagnes plus grandes, les redescendant souvent à ski après ses ascensions. Le 6 mai 1970, Miura est devenu le premier homme à skier sur le mont Everest. À l'aide d'un parachute pour ralentir sa descente, il a dévalé la montagne de South Col sur une dénivellation de 2000 mètres. Après une chute de 400 mètres, il a réussi à s'arrêter à seulement 76 mètres d'une profonde crevasse. Cet exploit audacieux a été immortalisé dans le documentaire The Man Who Skied Down Everest, qui a remporté l'Oscar du meilleur documentaire en 1975, le premier film sportif à remporter cet honneur. Entre 1978 et 1985, Miura a également réalisé des descentes à ski sur 7 des plus hauts sommets d'Europe. En 2003, à l'âge de 70 ans, il est devenu la personne la plus âgée à atteindre le sommet du mont Everest, un record qu'il a de nouveau battu à 75 et 80 ans, sa dernière descente ayant eu lieu le 23 mai 2013. En 2008, il a attribué sa longévité et sa force à une alimentation biologique saine, comprenant du riz, du soja fermenté, de la soupe miso, des œufs et du poisson. Il s'est entraîné rigoureusement, récupérant même d'un grave accident de ski en marchant avec des poids et en utilisant une salle à faible teneur en oxygène pour simuler les conditions de haute altitude. Son fils, Gota Miura, a suivi ses traces en tant que skieur freestyle et alpiniste. Qui sait? Peut-être sera-t-il la première personne à descendre l'Everest en snowboard. Numéro 9. Kamirita Sherpa. Kamirita Sherpa est un alpiniste népalais légendaire, réputé pour ses exploits inégalés sur le mont Everest. Né au Népal, il est issu d'une famille profondément enracinée dans l'alpinisme en haute altitude. Son père, Mingma Shersin Sherpa, fut l'un des premiers guides professionnels sur l'Everest après que le Népal ait ouvert ses frontières aux alpinistes internationaux en 1950. Suivant les traces de son père, Kamirita est devenu l'un des alpinistes les plus respectés et les plus accomplis au monde. Avec plus de 35 ans d'expérience en alpinisme, Kamirita a marqué l'histoire à plusieurs reprises sur l'Everest. Il a récemment réalisé sa 26e ascension de la plus haute montagne du monde, battant ainsi son propre record de 25, établi en mai dernier. Cette dernière réalisation s'ajoute à une carrière déjà remplie d'étapes remarquables. Le parcours de Kamirita a commencé avec sa première ascension de l'Everest en 1994, après une tentative infructueuse en 1992. Depuis, il a gravi l'Everest presque chaque année, démontrant ainsi son extraordinaire endurance physique et sa grande expertise en escalade de haute altitude. Il a établi pour la première fois le record du plus grand nombre d'ascensions de l'Everest. En mai 2018 avec son 22e sommet, surpassant le précédent record de 21 détenu par deux autres alpinistes. Il a continué à battre ses propres records les années suivantes, un 23e sommet le 15 mai 2019, un 24e sommet seulement 6 jours plus tard, et un 25e record en 2021. Avec son 26e sommet, il s'est fermement établi comme l'alpiniste ayant le plus de sommets de l'Everest. Son lien avec l'Everest est profond. Son père était un guide pionnier et Kamirita a commencé à travailler comme porteur à l'âge de 12 ans, transportant du matériel jusqu'au camp de base de l'Everest. Cette exposition précoce aux défis de la montagne et à sa beauté a façonné son parcours professionnel. Les guides Sherpa comme lui sont indispensables aux alpinistes étrangers qui souhaitent atteindre le sommet, apportant non seulement leur expertise et leur connaissance de la montagne, mais aussi un soutien physique vital pour se déplacer sur ce terrain périlleux. Numéro 8. Décharge. Depuis que Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont gravi pour la première fois le sommet de l'Everest en 1953, des milliers de personnes ont suivi leurs traces, laissant derrière elles bien plus que de simples empreintes de pas.
Le mont Everest, joyau de l'Himalaya, est également devenu une décharge à haute altitude, en particulier au camp sud, le dernier camp avant le sommet. Perché à 8000 mètres, le camp sud est un cimetière de vieilles tentes et de nourriture, figé dans le temps et la glace. Nettoyer ce désordre n'est pas non plus un nettoyage de printemps ordinaire, le manque d'oxygène, le froid mordant et la météo imprévisible transforment la collecte des déchets en une lutte épique. Récemment, une équipe de nettoyage financée par le gouvernement, composée de soldats et de Sherpas, a descendu 11 tonnes de déchets de l'Everest en une seule saison d'escalade. Impressionnant? Tout à fait, mais on estime qu'il reste encore entre 40 et 50 tonnes de déchets accrochés au versant sud. La plupart des déchets ont été laissés par les premiers explorateurs avant que des règles plus strictes n'obligent les alpinistes à emporter leurs déchets. La mission de nettoyage n'est pas non plus une promenade de santé. Les Sherpas bravent la zone de la mort pour extraire les déchets gelés de la glace, tandis que les soldats s'attaquent au désordre à plus basse altitude et au camp de base. Les déchets sont ensuite triés, et ce qui peut se décomposer est transporté vers les villages voisins, et ce qui ne peut pas être décomposé est ramené par des porteurs et des yaks, pour finalement être acheminé vers Katmandou pour être recyclé. Dans cette lutte acharnée, le projet de biogaz du mont Everest, qui transforme les déchets humains en biogaz à Gorakchep, un village proche de l'Everest, est un exemple frappant. Vient ensuite Sagarmatha, une organisation créative qui transforme les déchets en œuvres d'art. Elle prévoit de construire un centre près du Nanj Bazar où la gestion des déchets s'allie au développement communautaire, avec un peu d'art en prime. Les alpinistes d'aujourd'hui sont généralement plus conscients de leur impact, grâce à des réglementations plus strictes et à une conscience environnementale croissante. Le gouvernement népalais a pourtant édicté une loi ordonnant de rapporter les déchets. Ces efforts ont contribué à ralentir la vague de nouveaux déchets, mais les déchets accumulés depuis des décennies représentent toujours un énorme défi. L'équipe de nettoyage a du pain sur la planche et il faudra des années pour débarrasser l'Everest de son héritage de détritus. La montagne est peut-être haute, mais le problème des déchets l'est encore plus, et la bataille pour garder l'Everest propre est loin d'être terminée. Passons au numéro 7. Le Yéti. Le mont Everest n'est pas seulement le plus haut sommet du monde, c'est aussi l'épicentre d'une des légendes les plus intrigantes, celle du Yéti. Surnommé l'abominable homme des neiges, le Yéti serait une créature simiesque qui erre dans les régions de haute altitude de l'Himalaya. Pendant des siècles, les légendes locales et les croyances religieuses ont maintenu vivante la mystique de cette créature insaisissable. Décrit comme une grande silhouette semblable à un homme, couverte de longs cheveux bruns, le Yéti est profondément ancré dans la culture himalayenne. Les noms et les histoires locales décrivent un être vivant sur un glacier et doté de pouvoirs surnaturels. Dans l'ancienne religion Bon, antérieure au bouddhisme, le Yéti était vénéré comme une entité puissante qui marchait comme un homme. Les premières rumeurs sur le Yéti parvenant aux oreilles occidentales remontent au XIXe siècle, avec des récits himalayens sur des créatures capables de manger des humains. Ou dans sa forme plus petite, des moutons. Initialement rejetés comme un simple folklore, ces histoires ont gagné en popularité lorsque les alpinistes occidentaux ont creusé plus profondément dans l'Himalaya au XXe siècle. L'un des éléments de preuve les plus fascinants est venu d'Eric Shipton, un alpiniste britannique de renom, en 1951. Sa photographie d'une grande empreinte de pas humaine dans la neige, placée à côté d'un piolet pour donner une idée de l'échelle, a suscité une fascination mondiale. Les rapports de Shipton sur des empreintes similaires sur le glacier du Biafro et dans les Karakoram n'ont fait qu'attiser la curiosité. L'idée que le Yéti hante le mont Everest et d'autres sommets de l'Himalaya captive l'imagination. Pour de bonnes raisons. Les conditions difficiles et les paysages reculés laissent une grande partie de la région inexplorée, ce qui laisse entrevoir la possibilité de créatures inconnues cachées. La photo de Shipton, ainsi que d'autres observations et empreintes de pas mystérieuses, offrent des preuves fascinantes, bien que peu concluantes, qui maintiennent la légende du Yéti en vie. Bien que de nombreux scientifiques restent sceptiques, certains ont effectué des analyses ADN sur des échantillons de cheveux et d'autres artefacts supposés du Yéti. La plupart de ces études suggèrent que les échantillons appartiennent à des animaux connus comme les ours. Mais l'idée d'une espèce inconnue suscite toujours la curiosité. Les alpinistes et les explorateurs rapportent souvent des observations étranges et des expériences étranges sur le terrain de haute altitude, ajoutant des témoignages personnels qui ne font qu'approfondir ce mystère. 6. La vie trouve son chemin. Le mont Everest, culminant à 29 000 pieds, est le symbole ultime des extrêmes de la nature, un endroit où la vie semble impossible. Pourtant,
La vie sur l'Everest est un remarquable témoignage de la résilience et de l'adaptabilité de la nature, qui prospère dans un environnement qui défie toutes les règles de survie. La végétation sur l'Everest est assez clairsemée. La plante la plus haute enregistrée est une sorte de mousse accrochée au rocher à plus de 6400 mètres d'altitude qui prospère là où les températures chutent. Plus bas sur la montagne, à moins de 5500 mètres, la plante Aeronaria parsème le paysage rocheux de taches vertes. Des études récentes utilisant des données satellites de 1993 à 2018 révèlent que la végétation se développe lentement dans la région de l'Everest. Des plantes apparaissent désormais dans des zones autrefois considérées comme stériles, avec des changements subtils mais significatifs dans l'écosystème. Si les plantes sont ici assez rares, les animaux de l'Everest racontent une histoire de survie encore plus étonnante. L'araignée sauteuse noire détient le titre de résident permanent non microscopique, le plus élevé de la Terre, se trouvant à une altitude allant jusqu'à 22 000 pieds. Ces petits animaux résistants survivent en se nourrissant d'insectes transportés par le vent. La vie ornithologique de l'Everest est également particulièrement intéressante. Une oie à tête barrée, connue pour son incroyable endurance migratoire, a été aperçue en train de voler au-dessus du sommet lui-même. En 1953, lors de l'ascension historique de Tenzing Norgay et de Edmund Hillary, George Low a rapporté avoir vu ces oies planer au-dessus du sommet. Le chof, une autre espèce d'oiseau robuste, a été observé à South Col à 25 000 pieds, tandis que le chof à bec jaune peut atteindre 26 000 pieds. Même l'ours noir de l'Himalaya et l'insaisissable panda roux font partie de l'écosystème de l'Everest, que l'on trouve à des altitudes allant jusqu'à environ 4200 mètres. Dans les endroits où la survie semble impossible, la vie trouve un moyen de survivre. La faune et la flore de l'Everest non seulement survivent, mais prospèrent, prouvant que même dans les conditions les plus difficiles, la nature ne connaît pas de limites. Numéro 5. Oxygène. L'ascension du mont Everest n'est pas une sinécure. C'est une épreuve qui vous glace le sang et vous épuise les poumons. Le manque d'oxygène peut transformer votre rêve d'ascension en cauchemar. La plupart des alpinistes n'oseraient pas tenter le sommet sans oxygène. Mais il y a Reinhold Messner, l'homme qui semble avoir complètement raté ce mémo. Ou peut-être l'a-t-il tout simplement ignoré. Né en 1944 en Italie, Reinhold Messner est un alpiniste légendaire et un aventurier polaire, réputé pour repousser les limites du possible. En 1978, il a réussi ce qui semblait impossible. Il a gravi l'Everest sans une bouffée d'oxygène supplémentaire. Alors que la plupart d'entre nous auraient du mal à reprendre notre souffle au niveau de la mer après un jogging rapide, Messner a gravi la plus haute montagne du monde, avec rien d'autre que l'air raréfié de la zone de la mort, pour alimenter ses poumons. L'Everest est un endroit où l'air ne contient qu'un tiers de l'oxygène disponible au niveau de la mer. La plupart des alpinistes ont la sagesse d'emporter des bouteilles d'oxygène pour éviter le mal des montagnes, l'hypoxie et d'autres maux amusants, comme l'édème cérébral et pulmonaire. Ce ne sont certainement pas des conditions avec lesquelles on a envie de flirter au sommet du monde. Mais Messner et son partenaire d'escalade Peter Habler ont fait du vent glacial en mai 1978. Partant d'environ 26 200 pieds, ils se sont dirigés vers le sommet, où Habler, peut-être avec sagesse, s'est dépêché de redescendre, tandis que Messner s'attardait, savourant le moment. Cette ascension révolutionnaire a prouvé qu'il était possible de conquérir l'Everest sans oxygène supplémentaire, réécrivant ainsi les règles de l'alpinisme en haute altitude. Et non content d'un seul exploit surhumain, Messner est revenu 2 ans plus tard pour un autre exploit. En 1980, il s'est lancé dans une ascension solitaire de l'Everest par le côté nord, toujours sans oxygène. Pendant 3 jours exténuants, il a dû faire face à une chute dans une crevasse et à des éléments impitoyables. Mais le 20 août 1980, Messner s'est retrouvé seul au sommet. Il a consolidé son statut de l'un des plus grands alpinistes de l'histoire. L'Everest n'était que le début. Messner est devenu le premier homme à gravir les 14 sommets du monde à plus de 8000 mètres, traçant souvent de nouvelles voies et s'attaquant à des ascensions en solitaire. Ses exploits ne se limitent pas à atteindre le sommet, ils redéfinissent ce que signifie être un alpiniste, transformant l'impossible en un simple défi à relever. Numéro 4. La hauteur changeante. Le mont Everest n'est pas seulement difficile à gravir, il est aussi difficile à mesurer. Au fil des ans, le plus haut sommet du monde a tenu les géomètres en haleine, au sens propre comme au sens figuré, en raison de sa nature changeante et des caprices des plaques tectoniques. En 1954, le Survey of India avait estimé l'Everest à 8800 mètres d'altitude, sans prendre la peine d'inclure sa calotte enneigée.
pensant peut-être qu'il s'agissait de la coiffure en constante évolution de la montagne. Ce chiffre a tenu bon pendant des décennies, jusqu'à ce que la technologie moderne et une pointe de rivalité internationale viennent bouleverser la donne. La grande question était de savoir si l'on devait mesurer l'Everest à partir de son crâne rocheux ou en incluant sa perruque givrée. La Chine et le Népal, fiers copropriétaires de la montagne, ont eu une petite querelle amicale à ce sujet. Les Chinois préféraient la mesure pragmatique du fond rocheux, tandis que le Népal a choisi d'inclure la neige et la glace, voulant peut-être donner à l'Everest chaque centimètre qu'il méritait. Nous voici donc en 2020, une année pleine de surprises, avec notamment une nouvelle entente sur la hauteur de l'Everest. Dans une démonstration de coopération réconfortante, les équipes chinoises et népalaises ont uni leurs forces, faisant rage dans l'air raréfait, et les vents glacés pour régler leurs comptes. Après de nombreux calculs et des manipulations GPS, ils ont annoncé la nouvelle hauteur officielle à 29 032 pieds. Oui, c'est vrai, l'Everest a gagné un modeste mètre, peut-être un peu plus haut, sachant que le monde l'observait. Mais l'Everest ne se contente pas de rester immobile. Il est perché sur une frontière instable entre les plaques tectoniques de l'océan Indien et de l'Eurasie. Cette montagne est constamment impliquée dans un match de lutte au ralenti. Alors que ces plaques se poussent et se bousculent, l'Everest est poussé vers le haut, grandissant très légèrement au fil du temps. Considérez cela comme la version naturelle d'une poussée de croissance. Mesurer l'Everest n'est pas pour les âmes sensibles ou les athées en mathématiques. Le Népal a utilisé le golfe du Bengale comme point de départ, tandis que la Chine a choisi la mer Jaune. Les équipes des deux pays ont gravi le sommet, luttant contre les éléments pour y planter leurs gadgets de haute technologie, tout cela au nom de la précision extrême. Au final, l'Everest reste un géant majestueux, en constante évolution, nous rappelant que même les plus hautes montagnes ont de la place pour grandir ou rétrécir, et que sa hauteur exacte peut continuer à fluctuer. Mais sa place dans notre imagination reste aussi élevée que jamais. Numéro 3. Base Jump. Pour certains aventuriers, la simple ascension du mont Everest ne suffit pas. Ils ont besoin d'une poussée d'adrénaline supplémentaire. C'est le cas de Valery Rossov, le casse-cou russe qui a décidé que l'ascension du plus haut sommet du monde ne suffisait pas. Ces dernières années, l'Everest est devenu le décor de sports à haut risque, comme le base jump, où le courage humain rencontre la gravité dans une danse palpitante. Le base jump, abréviation de Building, Antenna, Span, Enders, consiste à sauter d'objets fixes avec un parachute. L'Everest est devenu un lieu privilégié pour ses exploits palpitants. Le saut record de Valery Rossov en 2013 est un exemple de dépassement des limites. Il a sauté d'une altitude de 7200 mètres, établissant ainsi le record du saut de base jump le plus haut jamais réalisé. Ce n'était pas seulement une cascade sauvage, c'était une leçon magistrale d'habileté, de courage et de précision technique, le tout réalisé dans l'environnement impitoyable de l'Everest. Aujourd'hui, le principal défi du saut de base jump depuis l'Everest réside dans les conditions extrêmes et les exigences physiques. À l'altitude à laquelle il saute, l'air est rare et le niveau d'oxygène est assez bas, ce qui rend chaque mouvement plus épuisant. Le froid est glacial, et la pression atmosphérique réduite nécessite un équipement spécialisé. Sa combinaison ailée était cruciale. Elle lui permettait de planer dans les airs, mais elle devait également résister au froid brutal de la montagne et à la nature imprévisible des hautes altitudes. L'expérience du saut de l'Everest se déroule en plusieurs étapes éprouvantes pour les nerfs. Il y a d'abord la chute libre, qui consiste à plonger du bord de la montagne dans l'air raréfait. Sur l'Everest, cette phase est particulièrement intense car le sauteur dispose de moins d'espace vertical pour prendre de la vitesse avant de passer en plané. Cette transition est cruciale, car passer de la chute libre au vol contrôlé dans l'air raréfait peut être imprévisible et périlleux. Cependant, son succès est le résultat d'un entraînement et de tests intensifs, car la dynamique du base jump à haute altitude reste encore un mystère à bien des égards. Une fois cette transition effectuée, le sauteur entre alors dans la phase de planer, s'élevant dans le ciel à grande vitesse. Lors de son saut, il a volé à environ 200 km/h, parcourant près d'une minute de vol avant d'atterrir en toute sécurité sur le glacier Ringbuk, à 1000 mètres en dessous de son point de saut. Cette partie du saut exige une précision et une navigation d'une précision extrême, car le sauteur doit se diriger malgré des vents violents et des conditions météorologiques changeantes. Au final, son saut était plus qu'une simple aventure à sensations fortes. C'était un exemple de notre esprit humain et de notre volonté incessante d'explorer et de conquérir, même dans les environnements les plus extrêmes. Pour ceux qui ont le courage de sauter du toit du monde, l'Everest offre le cadre idéal pour des aventures en haute altitude.
Numéro 2. Le temps pour escalader l'Everest. Combien de temps faut-il pour conquérir la plus haute montagne du monde? L'ascension du mont Everest n'est pas un sprint, c'est un marathon qui dure environ 10 semaines en moyenne, parfois jusqu'à 3 mois. Alors pourquoi faut-il autant de temps pour atteindre le sommet? La réponse réside dans un mélange délicat de préparation, d'acclimatation et de conditions difficiles de la montagne. Le voyage vers le sommet de l'Everest commence bien avant que les alpinistes ne posent le pied sur les montagnes. Des mois, voire des années, sont consacrés à la préparation physique et mentale de ce défi. L'entraînement est intense et se concentre sur le développement de l'endurance, de la force et de la forme cardiovasculaire. Les grimpeurs perfectionnent également leurs compétences techniques, maîtrisant l'escalade sur glace et les techniques de sauvetage en crevasse, essentielles pour survivre à l'ascension en haute altitude. Une fois sur l'Everest, l'expédition démarre au camp de base de l'Everest, situé à 5300 mètres d'altitude. Là, les alpinistes rassemblent les provisions, organisent la logistique et commencent le processus crucial d'acclimatation, passant environ 2 semaines au camp de base pour s'habituer au manque d'oxygène. L'acclimatation est vitale. Sans elle, le risque de mal des montagnes, qui peut mettre la vie en danger, augmente considérablement. Depuis le camp de base, les ascensions se divisent en étapes avec une série de camps installés à des altitudes de plus en plus élevées. Les camps 2, 3 et enfin le camp 4, dernier arrêt avant le sommet. Chaque étape de l'ascension est conçue pour permettre une acclimatation plus poussée. Le trek entre ces camps est physiquement exigeant et peut prendre 6 semaines ou plus. Les alpinistes ont souvent recours à la stratégie consistant à grimper haut et à dormir bas, en montant et en descendant à plusieurs reprises entre les camps, pour aider leur corps à s'adapter à l'air de plus en plus rare. La poussée finale du camp 4 au sommet est maintenant la phase la plus critique et la plus dépendante de la météo de l'ascension. Ce segment, connu sous le nom de Death Zone, se situe à plus de 8000 mètres d'altitude, là où l'air est si rare que les niveaux d'oxygène ne peuvent pas maintenir la vie humaine longtemps. L'ascension du camp 4 au sommet prend généralement entre 10 et 12 heures, les grimpeurs partant tôt le matin pour maximiser la lumière du jour et éviter le vent dangereux de l'après-midi. Atteindre le sommet est un exploit monumental, mais la descente est tout aussi périlleuse. La descente du sommet jusqu'au camp 4 prend environ 4 à 8 heures, et le trajet de retour au camp de base peut prendre plusieurs jours, voire une semaine. À ce stade, les alpinistes sont souvent épuisés physiquement et mentalement, ce qui fait de la descente un véritable test d'endurance et de volonté. En fin de compte, l'ascension de l'Everest ne consiste pas seulement à atteindre le sommet, mais à entreprendre un long voyage qui teste tous les aspects de l'endurance humaine, à la fois physique et mentale. C'est un voyage qui exige de la patience, de la persévérance et un profond respect pour la puissance de la montagne. Numéro 1. Les Sherpas. Pour la plupart des gens, l'ascension du mont Everest nécessite des années d'entraînement et un apport régulier d'oxygène supplémentaire. Mais pour les Sherpas, ce n'est qu'une journée de travail comme une autre. Les Sherpas, un groupe ethnique originaire des régions de haute altitude du Népal et du Tibet, vivent dans l'Himalaya depuis des siècles, tissant un lien intime avec le terrain accidenté. Leur connaissance profonde des montagnes et leur rôle indispensable de guide et de porteur. Les Sherpas sont devenus des légendes dans le milieu de l'escalade, en particulier sur l'Everest. Ce qui distingue les Sherpas, c'est leur extraordinaire capacité d'adaptation physique qui leur permet de s'épanouir, là où d'autres peinent. Sur l'Everest, où les niveaux d'oxygène ne représentent qu'un tiers de ceux du niveau de la mer, la plupart des alpinistes luttent contre le mal des montagnes et dépendent fortement de l'oxygène d'appoint. Les Sherpas, en revanche, semblent défier ces défis, fonctionnant avec une efficacité remarquable dans l'air raréfait, un exploit qui fascine depuis longtemps les scientifiques et les alpinistes. Des recherches ont révélé que les Sherpas ont développé un trait physiologique unique, qui contribue à leur endurance exceptionnelle. L'une des adaptations clés réside dans les mitochondries de leurs cellules. Les Sherpas possèdent des mitochondries qui sont beaucoup plus efficaces pour utiliser l'oxygène que celles des personnes vivant à des altitudes plus basses. Cette efficacité signifie qu'ils peuvent générer plus d'énergie, avec moins d'oxygène. Une autre adaptation cruciale se trouve dans leur système circulatoire, qui implique les plus petits vaisseaux sanguins, responsables de l'apport d'oxygène. Chez les Sherpas, la circulation sanguine dans ces vaisseaux reste normale même à haute altitude, alors qu'elle ralentit chez les non-Sherpas. Cette microcirculation améliorée permet aux Sherpas de distribuer l'oxygène plus efficacement. Mais les prouesses des Sherpas ne sont pas seulement une question de biologie, elles sont aussi une question d'habileté et d'endurance pure. Prenons par exemple leur vitesse et leur efficacité sur l'Everest.
Au cours d'une expédition scientifique, un Sherpa a descendu le sommet de 2000 mètres en seulement 2 heures, un voyage qui a pris près d'une journée à d'autres alpinistes. Et pour couronner le tout, il s'est arrêté pour prendre le thé en chemin. C'est un exemple de leur incroyable endurance physique et mentale. Dans le monde de l'alpinisme en haute altitude, les Sherpas ne sont rien de moins que des surhommes, alliant des siècles de connaissances, une physiologie extraordinaire, et leur habileté inégalée à conquérir les plus hauts sommets du monde, avec grâce et facilité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Désormais, vous connaissez en général le mont Everest. À bientôt sur Optimal Vibe.